Bonjour à tous, c'est Cédric pour C'était un vendredi. Aujourd'hui on va parler de comment la République est née, ou en tout cas comment elle a pu avoir une renaissance. Si vous suivez un petit peu l'histoire de France, vous savez qu'en 1489, c'est là où il y a eu la Révolution, on a fait un grand pas en avant au niveau de la République, mais on a pas mal cafouillé pendant un certain temps avant de trouver un rythme de croisière, dirons-nous. Quoi qu'il en soit, on va revenir sur cette grande page de l'histoire de France qui est la Troisième République. Tout d'abord, un petit rappel historique. La première personne que je voudrais citer, c'est Polybe. C'est un historien, philosophe grec, qui en premier a parlé de l'anacyclose. Il a repris les idées d'Aristote et de Platon. Et l'anacyclose, en fait, c'est ce qu'il voyait dans les cités grecques. Différents gouvernements se succédaient les uns après les autres. Il a appelé ça l'anacyclose. Ces différents gouvernements sont royauté, despotisme, aristocratie, oligarchie, démocratie et ochlocratie, qui est une sorte de démocratie démagogique. Et bien de la même façon, en 1789, on a la monarchie, l'ancien régime décadent avec son système de caste, qui va laisser place à une sorte d'aristocratie. C'était la première constitution. Et c'était pas une constitution qui instaurait une république, c'est une constitution qui instaurait une monarchie parlementaire, un peu à la manière des Anglais. Et on a vu apparaître à cette occasion le suffrage censitaire. Cette première constitution a laissé place à la première république. Et là, effectivement, c'était une vraie république, il n'y avait plus de monarchie en jeu. Cette première république, elle prend fin avec la terreur de Robespierre. On pourra revenir dessus à l'occasion d'une autre vidéo. À la fin de la terreur, on a un nouveau système qui se met en place, c'est la constitution de l'an 3, qui va, par la séparation des pouvoirs trop stricts, en fait faire une sorte de blocage au niveau du gouvernement qui ne pourra plus légiférer, ni prendre aucune décision importante, puisque les deux pouvoirs se bloquaient les uns les autres. Je vous invite à revoir mes vidéos sur la Constitution pour savoir ce que c'est justement cette différenciation entre les différents pouvoirs. Suite à ce blocage et la Constitution de l'an 3, on a Napoléon Ier qui arrive. Et là, on a quelqu'un qui prend en main tous les pouvoirs. Il va confondre tous ces pouvoirs dans ses mains, et ça va être le Premier Empire. La suite? Eh bien, à nouveau, la monarchie, avec la Restauration et la monarchie de juillet 1830. Louis XVIII, il faut savoir qu'il a été expatrié pendant 18 ans en Angleterre. Et donc, il prend un petit peu ce côté de monarchie parlementaire. S'il détient le pouvoir suprême, il ne règne pas directement. Il laisse agir ses ministres, quitte à les renvoyer s'il le mécontente ou s'il mécontente même la Chambre. De plus, la majorité parlementaire est divisée entre ultra-monarchistes, qui sont pour un retour à la monarchie, et des libéraux. Et donc ça, le roi, il gère avec les deux. Ce système de parlementarisme va bien fonctionner à peu près jusqu'en 1840. Et c'est là qu'on a une révolution en 1848, puisque les gouvernants refusent d'élargir le champ électoral en abaissant le niveau du cens. Suite à ça, la Seconde République, qui sera, elle, une véritable démocratie, on peut appeler plus une démocratie en tout cas, puisqu'il n'y aura plus de système de suffrage censitaire. Tous les Français d'un âge minimum et masculin pourront voter. Par contre, le premier président sera Napoléon III. Ce premier président, élu pour 4 ans. À quelques mois de la fin de son mandat, Napoléon III dit « j'ai pas envie que ça s'arrête là. Ce que je veux, moi, c'est continuer à être président. Seulement, dans la Seconde République, un président ne peut pas être élu 2 fois d'affilée. Il faut attendre un autre mandat pour pouvoir se représenter 4 ans plus tard. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il dissout l'Assemblée. Et il fait légitimer sa nomination pour 10 ans avec le plébiscite du 22 décembre 1852. Il exerce un pouvoir autoritaire pour écraser la rébellion, c'est-à-dire les monarchistes, les libéraux, les républicains, etc. La fin de son régime est scellée en 1870 par la bataille de Sedan. C'est la fin de l'Empire. Le 4 septembre 1870, la Troisième République est proclamée. C'est pas encore gagné. Bon, pour résumer, on peut dire qu'on tâtonne pas mal en France pour trouver un petit peu son rythme de croisière et trouver un gouvernement qui puisse tenir dans la durée. Parce que là, en l'espace de 50 ans, on a vu un petit peu de tout et n'importe quoi. Mais on peut dire qu'il y a quand même eu des avancées. C'est-à-dire, il n'y a plus la monarchie absolue. Dans tous les cas, les monarchies qui sont instaurées depuis la Révolution sont des monarchies parlementaires, comme je disais, sur le principe du système anglais. Et on a aussi les idées de Montesquieu qui sont reprises, puisqu'on cherche vraiment à essayer de séparer les pouvoirs, plus ou moins. Pour ce qui est des monarchistes, ils sont encore très puissants, puisque très nombreux au niveau des assemblées, quel que soit le gouvernement, il y a toujours eu beaucoup de monarchistes qui voulaient revenir à ce système d'antan. À partir de là, donc, je vous invite à nouveau à retourner voir cette vidéo sur la Constitution, parce qu'on va parler de l'Assemblée constituante. Et donc l'Assemblée constituante, en 1870, elle va mettre 5 ans à établir une nouvelle constitution. En même temps, il faut dire qu'elle aura à faire face à de nombreux problèmes, c'est-à-dire qu'elle doit déjà faire la paix avec la Prusse, affronter la Commune de Paris, et enfin dégager un accord sur la Constitution. Et comme je disais, au sein de l'Assemblée, il y a des monarchistes, mais il y a aussi des républicains et des libéraux.
Et donc ça, c'est pas une chose facile. Là, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, les monarchistes, ils vont un petit peu jouer aux échecs, ils vont placer leurs pions pour tenir la place du roi au chaud. Donc tout fait penser que le retour à la monarchie, il va bientôt arriver, quoi. Mais il faut dire que les monarchistes, ils étaient divisés. Entre les légitimistes, les partisans du comte de Chambord comme succession au roi de France, et les orléanistes qui sont partisans du comte de Paris. À défaut de se mettre d'accord, le comte de Chambord n'a pas d'héritier. Donc ce qu'il décide, c'est d'attendre. Laisser une république provisoire, le temps que le comte de Chambord décède et que ça puisse être le comte de Paris qui reprenne les rênes. Et donc l'Assemblée, son idée principale était de s'organiser pour durer suffisamment longtemps pour laisser place au nouveau siège du roi de France. Ce qui va se passer à partir de là, c'est qu'il va y avoir plusieurs lois qui vont être édictées. Donc il n'y a pas encore de constitution, mais il va y avoir des lois. On a la résolution du 2 février 1871. L'Assemblée va nommer Thiers à la tête du pouvoir exécutif. Et en fait, il exerce son pouvoir comme un président, mais qui peut être du jour au lendemain viré par l'Assemblée, si ça ne plaît pas ce qu'il fait. Il choisit ses ministres, mais il peut se faire limoger tout de suite. Vient ensuite la loi du 31 août 1871. Là, ce qu'on veut, c'est limiter les pouvoirs de Thiers encore plus. Parce qu'on ne veut pas d'un président de la République, même si c'est son poste. On le nomme justement président de la République française à titre provisoire. Et au cours des assemblées plénières, justement, à chaque fois qu'il y avait nommé République française, beaucoup de monarchistes hurlaient dans l'Assemblée « provisoire ». Tous les actes de Thiers devaient être contresignés par ses ministres. Il reste toujours responsable devant l'Assemblée, il peut se faire virer, mais ses ministres aussi, indépendamment les uns des autres. Donc de plus en plus, les monarchistes, on a un président quand même de la République française provisoire, mais qui petit à petit prend plus de pouvoir et est vu comme un véritable dirigeant de l'exécutif. Et ça plaît pas aux monarchistes. Enfin, on a la loi du 13 mars 1873 qu'on appelle la Constitution de Broglie. Et cette Constitution, elle va largement limiter les pouvoirs de Thiers, puisqu'il n'aura plus le droit de parler devant les assemblées. Ses possibilités de participer au débat parlementaire seront très fortement limitées. On qualifiera cette procédure de cérémonial chinois. Alors après, il y a une élection électorale qui se passe au niveau de la Chambre des députés, et les républicains gagnent. Et ça, donc, ça plaît pas forcément aux monarchistes. De plus, Thiers, lui, il a une volonté de faire avancer cette constitution, qu'elle soit terminée et qu'on puisse avoir un système présidentiel. Ça plaît pas du tout aux monarchistes, qui vont le forcer à démissionner. Le 24 mai 1873, suite à un vote de défiance de l'Assemblée. À ce moment-là, l'Assemblée, il décide d'élire quelqu'un qui va être plus pour les monarchistes, c'est le maréchal MacMahon. Qui lui n'est pas un républicain, pas de carrière politique pour lui, par contre il est bien pro-monarchiste, mais il y a quand même des lois qui continuent à être votées au niveau de l'Assemblée, et le 20 novembre 1873, on a la loi du septennat et de la République. Donc on vote, au niveau de l'Assemblée, le septennat personnel de MacMahon, c'est-à-dire qu'il va rester 7 ans, mais juste lui. C'est pas prévu que par la suite, d'autres présidents soient élus par septennat. Mais ce qui se passe, c'est que ce septennat, vu qu'il a été voté et validé par l'Assemblée, ça entraîne l'irresponsabilité politique du maréchal, donc du président. C'est-à-dire qu'il ne peut plus être démis par l'Assemblée. Et ce qui devait arriver arriva, puisque le 30 juin 1875, eh bien le septennat, il y a la loi Wallon, qui instaure le septennat pour tous les présidents de la République. Cet amendement Wallon, en fait, instaure le mode d'élection du président de la République. Donc là, on peut dire que la Troisième République est enfin née. Mais c'est pas encore gagné, les monarchistes sont encore bien présents. Comme je vous ai un peu expliqué avant, le nombre de coups d'État qu'il y a eu depuis la Révolution, on n'est pas à l'abri d'en avoir un nouveau pour réinstaurer la monarchie. Donc la Constitution, il n'y a pas à proprement parler de Constitution de la Troisième République, par contre il y a des lois constitutionnelles qui instaurent cette République. Et dans ces lois constitutionnelles, on explique que le Parlement est bicaméral, c'est-à-dire qu'il y a 2 chambres. Ces 2 chambres, une, le Sénat, qui en fait est majoritairement monarchiste, ça laisse aux pro-monarchistes la possibilité par la suite de revoir la monarchie s'instaurer, et de l'autre côté, la Chambre des députés, qui elle est élue par le peuple, et donc ça fait l'affaire des républicains qui leur permet justement d'avoir ce pouvoir au niveau du gouvernement. Dans les textes, il s'agit d'un bicaméralisme égalitaire, c'est-à-dire que le Sénat, avec sa majorité monarchiste, a autant de pouvoir que la Chambre des députés, qui elle est républicaine. Mais la situation va évoluer avec la crise du 16 mai 1877. Le 16 mai 1877, MacMahon fait démissionner son chef de gouvernement. C'est une sorte de premier ministre. Mais son successeur, choisi par ses soins, pro-monarchiste, se voit refuser la confiance de la Chambre des députés. Donc en gros, c'est que les républicains, ils veulent pas d'un autre monarchiste en tant que chef de gouvernement, et donc ils lui refusent la confiance, ce qui va obliger le maréchal MacMahon à dissoudre avec l'accord du Sénat la Chambre des députés, et donc faire de nouvelles élections législatives. Et là, pendant la campagne, il va y avoir 2 visions qui vont s'affronter. Celle du président de la République, comme je disais, pro-monarchiste. Pour lui, le gouvernement ne dépend pas seulement de la Chambre élue par le peuple, la Chambre des députés, mais aussi du président de la République.
dont l'influence doit être conservée pour pouvoir restaurer la monarchie par la suite. L'autre thèse, c'est celle des républicains, pour lesquels en fait le gouvernement doit refléter la majorité élue par le peuple, donc de la Chambre des députés. Donc il y a ces deux théories, ces deux idéologies qui s'affrontent, et Gambetta disait, si les républicains gagnent, le président devra se soumettre ou se démettre. Et donc les républicains gagnent ces élections, et le maréchal MacMahon devra choisir comme chef de gouvernement Jules Dufort, qui est un républicain. En 1879, le Sénat, qui lui est élu par les élus locaux, comme en France à l'heure actuelle dans la Ve République, eh bien c'est les républicains qui gagnent aussi. À ce moment-là, MacMahon démissionne, et c'est Jules Grévy qui va devenir président de la République, élu par les deux chambres républicaines. Jules Grévy fait alors une déclaration qui va changer justement la doctrine, ça va changer l'interprétation des lois constitutionnelles. Jules Grévy déclare qu'il n'entrera jamais en lutte contre la volonté nationale, représentée par ses organes constitutionnels, c'est-à-dire les chambres. Cela implique que la volonté nationale est exprimée que par la Chambre des députés, et non par le Sénat. On va passer d'un bicaméralisme égalitaire à un monocaméralisme. Cette déclaration obligera aussi les autres présidents suivants, puisque c'est une interprétation de la Constitution, jusqu'à la fin de la Troisième République et même de la Quatrième République. Alors, les conséquences de tout ça. On a effectivement enfin une Troisième République à proprement parler, avec les deux chambres, même si une maintenant a beaucoup moins de pouvoir, qui sont à majorité républicaine. C'est donc la fin des espérances de rétablissement monarchique et le début de la République. En 1884, on supprime les 75 postes à vie et héréditaires qu'il y avait au Sénat. Donc on laisse ceux qui sont déjà instaurés, la plupart étaient des monarchistes, mais ils ne sont pas renouvelés, et on instaure aussi dans la loi le fait qu'aucun élu ne peut être issu d'une famille ayant régné sur la France. On ne veut plus du tout des monarchistes là-dedans. On prévoit aussi, puisque c'est assez courant de voir des changements de constitution, puisque juste avec une déclaration de Grévy, on a pu changer l'interprétation, eh bien, on prévoit aussi que la forme républicaine de la France ne peut plus être remise en cause. Suite à la crise de 1877, on déclare la possibilité de dissolution impossible. C'est-à-dire que cette dissolution qui avait été faite de la Chambre des députés par MacMahon, ça a été vécu comme un coup d'État anti-républicain. Donc maintenant, c'est totalement impossible de faire ça. Il en résulte que le pouvoir du président de la République est fortement amoindri, c'est-à-dire qu'il ne peut plus dissoudre ni l'Assemblée ni le Sénat, et il n'a plus de pouvoir sur son gouvernement. Le pouvoir exécutif passe entre les mains du gouvernement à proprement parler et de son président. Donc le le chef du gouvernement qui est la sorte de premier ministre. Et voilà, merci beaucoup. Donc comme vous avez pu le voir, c'est une grande page de l'histoire de France qu'on a vue là. Bon, je suis passé sur certains détails, mais vous voyez un petit peu ce qui s'est passé suite à la Révolution. Ça n'a pas été c'était effectivement un grand cap puisque la monarchie absolue a pris fin. Mais il a fallu entre 1789 et 1878 à peu près, donc pas loin de 100 ans, pour instaurer une véritable république, qui a eu de gros défauts aussi, mais qui a quand même duré relativement longtemps. Et c'est vraiment avec le début de la Troisième République qu'on a pu instaurer la République en France de façon pérenne. Par la suite, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, la Quatrième République qui a pris la suite, dans le prolongement de la Troisième, puisqu'elle est très proche, la Quatrième de la Troisième, il y a eu des évolutions, mais disons que les principaux soucis qu'ont pu rencontrer la Troisième République se sont poursuivis sous la Quatrième République. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à tweeter, à partager sur Facebook, Twitter. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à 15 jours pour la prochaine vidéo de C'était un vendredi.